les gens vieillissent, on travaille plus longtemps, c'est vrai. On vit plus longtemps un petit peu aussi. Par contre, le fait que le système de retraite soit en danger de faillite et que du coup il faille une réforme et cette réforme est dans l'urgence, c'est faux. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'orientation des retraites qui rend chaque année un rapport sur l'état du système de retraite et puis une projection jusqu'en 2070. Et dans le dernier rapport qui est paru il y a 1 ou 2 semaines, grosso modo, le diagnostic, c'est il n'y a pas de danger financier sur le système. Il y aura peut-être quelques réglages à faire parce qu'on ne sait pas dans quel état sera l'économie dans 2 ans, 3 ans ou 4 ans, mais il n'y a aucun danger de faillite. Par contre, ce que dit le rapport du Conseil d'orientation des retraites, et ce qu'une vraie question, c'est que si on ne fait pas de réforme des retraites, je dirais en positif, réforme progressive, progressiste, les retraites vont se casser la figure. C'est-à-dire que les gens qui ont une quarantaine d'années ou moins, au moment de leur passage à la retraite, auront un niveau de vie sensiblement dégradé par rapport à leur période d'activité. Et donc ce que nous dit le rapport du corps, c'est pas que le système est en danger de faillite, ça c'est faux, c'est plutôt que si on fait rien, les retraites vont se dégrader et qu'on s'oriente vers un mix retraite publique, privée par exemple. Avec la réforme de Levoy, Macron ou Bruno Le Maire, le gouvernement passe son temps à créer des faux problèmes pour imposer ses réponses. C'est-à-dire ? Les faux problèmes, c'est au secours, le système est en déficit, en faillite. C'est pas vraiment le cas. Le système est trop compliqué. Oui, c'est vrai, mais on peut faire des ajustements. Et les réponses qu'il veut imposer, en réalité, c'est un système en pilote automatique, ça c'était la réforme systémique qui a été abandonnée, et puis c'est une baisse de la part des retraites dans l'économie, c'est une obsession. D'accord. Une vraie question qu'on peut poser à notre système de retraite, c'est quelle retraite on veut aujourd'hui et pour dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. La France, elle a un truc particulier, c'est qu'en France, la plupart des retraités, ils vivent que de leur retraite publique. Il n'y a pas de retraite privée à côté. Ils ont des économies dans leur logement, un peu dans leur assurance vie, mais par contre, la retraite, c'est public. Et donc, la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on veut faire comme dans les autres pays européens, c'est-à-dire aller vers un système mi-public, mi-privé. Et ce qu'on a vu dans les autres pays européens, c'est que ça s'accompagne de retraites plus faibles et d'un peu plus d'inégalités. Parce que les retraites privées, c'est globalement plus inégalitaire. Ou alors, est-ce qu'on veut garder la spécificité française, et auquel cas il faut se donner des objectifs d'âge, mais aussi de niveau de vie des retraités. Pas laisser le système dériver comme ce qui est prévu actuellement. Et donc, on a des vraies questions à poser sur le système de retraite, et une bonne réforme, ça serait une réforme qui poserait ça sur la table. Quels objectifs on se donne, par exemple, pour les gens qui ont 30 ans ou 40 ans aujourd'hui, quelle retraite on leur promet ? Le pouvoir algérien veut une presse soumise, veut des journalistes soumis, comme ça a toujours été le cas depuis des dizaines d'années. Mais il faut savoir qu'il y a eu un 22 février 2019, qu'il y a eu un hirak historique, des millions d'Algériens qui sont sortis dans la rue pour réclamer leurs droits, pour une Algérie libre et démocratique. Et évidemment, les journalistes, beaucoup de journalistes ont profité de ce mouvement de protestation pour réclamer leur liberté et se battre pour la liberté de la presse, même s'il faut le reconnaître, les journalistes que vous venez de citer, comme Yassine Kadi et bien d'autres, se sont battus pour la liberté de la presse bien avant le 22 février 2019, et nous avions déjà des problèmes avec les autorités bien des années avant le début du hirak algérien, il y a tout juste 2 ans. Moi, j'ai été suspendu de ma chaîne en 2014 à cause d'une interview avec l'ancien Premier ministre Abdelmalek Sellel, pour ne vous donner que cet exemple. Mais aujourd'hui, c'est ça, lorsque vous parlez avec les autorités, vous leur dites pourquoi est-ce que la Barkalej est en prison, on va vous dire non, il n'a pas respecté la loi, il a abordé un sujet qui est grave aujourd'hui, celui des régions dans le sud et dans le désert. En fait, la loi algérienne interdit d'emprisonner les journalistes, mais elle n'est tout simplement pas appliquée, elle n'est pas respectée. On ne demande pas aux autorités algériennes de faire des lois exceptionnelles, on demande juste aux autorités algériennes de respecter les lois qu'ils ont elles-mêmes mis en place. On ne place pas un journaliste pour un délit de presse en prison, et Rabah Karej, dont vous venez de parler, est en prison pour un article de presse publié dans un quotidien national. Et les relations entre les deux régimes, algérien et marocain, sont extrêmement mauvaises, surtout depuis ces dernières semaines. Il n'y a aucune entente entre Alger et Rabat, sauf dans la répression contre les journalistes. Et là, je sens qu'il y a une véritable unité intermaghrébine. La situation est la même si le Maroc est un peu mieux classé dans le rapport de la liberté de la presse de Reporters
son frontière, mais la situation est la même. Le régime marocain, comme le régime algérien, veut une presse aux ordres, veut contrôler les journalistes, et c'est pour ça qu'on voit le cas aujourd'hui de Slimane Raissouni et d'Omar Hadi. Et bien sûr, c'est une stratégie aussi des autorités marocaines de leur trouver d'autres raisons d'emprisonnement que le délit de presse, en invoquant bien sûr le viol et d'autres délits de droit public pour éviter de dire, comme c'était le cas pour moi, qu'il y a des journalistes en prison au Maroc, puisque pendant 11 mois, les autorités algériennes disaient sur mon cas qu'il n'y avait pas de journalistes en prison en Algérie. Je réitère évidemment ma solidarité avec Omar Hadi et Souleymane Raissouni qui aujourd'hui dépassent les 84 jours de grève de la faim. Oui, je vais très bien. La dernière interpellation, c'était le 10 juin dernier, où j'avais été placé en garde à vue pendant près de 48 heures, avec notamment le journaliste Yassan Radi et le militant politique Karim Tabou. Moi, je vais bien. C'est la liberté de la presse qui va très mal en Algérie. Une dizaine de journalistes sont sous le coup de poursuites judiciaires. Deux d'entre eux, Yassan Radi et Mustafa Benjama, sous contrôle judiciaire. Et bien sûr, notre confrère Rabah Karesh est en détention depuis 70 jours. Oui, le bilan policier fluctue étonnamment de jour en jour, donc pour passer de 6 à 11 et 22 sans aucune précision sur les blessures des gendarmes. Et Technoplus, qui est une association qui est normalement là pour faire de la prévention, mais par rapport aux pratiques festives, hein, donc par rapport à l'alcool, aux prises de drogue, était présente ce soir-là et a dressé un premier bilan. Et elle décompte, 22 blessés parmi les jeunes. Sans compter, évidemment, et là, ce jeune homme qui a eu la main arrachée. Pascal, la répression de cette soirée, avec ce nombre de blessés et cette main arrachée, elle a suscité une vive émotion, au point que l'Observatoire rennais des libertés a pointé la responsabilité du ministre de l'Intérieur, lui-même, Gérald Darmanin, qui est engagé, selon cet observatoire, qui comprend la Ligue des droits de l'homme, le Syndicat des avocats de France, d'autres organisations. Et selon eux, la disproportion des moyens policiers ce soir-là se pose, et se pose aussi des questions graves sur la chaîne de commandement. Oui, complètement. Le 22 juin, donc l'observatoire qui s'est créé en fait initialement pour vérifier les violences, et enquêter sur les violences policières lors des manifestations. Or, sa première mission, et c'est assez parlant, c'est sur une fête, une free party qui, quand bien même était interdite, évidemment, toute la question est de savoir comment ça se fait que les gendarmes, en pleine nuit et durant 7 heures d'affilée, utilisaient autant de grenades lacrymogènes et même de grenades GM2L, qui sont celles qui ont succédé au Glif 4 et qui ont des charges pyrotechniques à l'intérieur. Donc, évidemment, l'Observatoire soulève cette question, interpelle les autorités en leur rappelant qu'ils sont responsables, que leur responsabilité est engagée. Ils demandent à ce qu'il y ait une enquête impartiale qui soit faite, parce que, et là, jusqu'à présent, souvent, on a plutôt vu des enquêtes à décharge pour la police lorsqu'il est question de violence policière. Et cet observatoire soulève aussi une question qui est assez importante, c'est l'accès au secours sur le site. Et pour que ce jeune homme, notamment, qui a eu la main arrachée, est parti par ses propres moyens, avec l'aide de personnes qui étaient présentes, de jeunes, à l'hôpital, parce que les pompiers n'avaient pas accès au site. J'estime qu'on est dans un moment de fascisation qui est grave et super flippant et très liberticide, effectivement. Et je trouve qu'il y a plusieurs questions à se poser face à ce genre d'événements. Il y a plusieurs couches et sous-couches, parce qu'on est d'abord en superficialité, je trouve, dans un moment révélateur de priorité politique, à savoir il y a des gens simplement qui meurent de faim et qui vivent dehors en France. Mais les budgets et l'investissement économique gouvernemental est mis dans la répression. Donc moi, en plus d'être artiste, ça fait plus de 10 piges que je suis activiste anti-rep, etc., etc. Et que du coup, les violences policières ne sont pas nouvelles, c'est juste qu'elles deviennent plus tentaculaires. Donc moi, je veux dire, ma généalogie de ma lecture des violences policières, je la ramènerai pas à 2016, je la ramènerai à 1961 sur le territoire de la métropole, avec le 17 octobre, qui est la première visibilisation des violences policières à caractère racial, qui plus est. Et je la ramènerai même en linéarité coloniale avec l'implémentation des violences coloniales et la colonisation, et la création d'entités policières telles que la BAC, par exemple, qui sont des linéarités directes, des héritages directs de la colonisation. Sur Mediapart à plusieurs reprises. En fait, on étouffe. Moi, j'ai un sentiment, le sentiment d'étouffer, et aussi un peu, et vraiment un sentiment d'agression, puisque danser, c'est quand même occuper un espace avec son corps, et c'est aussi
tout ce qui est normalisé, c'est aussi être là avec son corps. Et cette agression, moi, je la vis comme vraiment quelque chose de physique. Le fait qu'on nous empêche de danser, c'est une agression forte, quoi. Traditionnellement, donc, le droit de la guerre exige d'identifier un individu comme participant au combat pour identifier que c'est donc bien une cible légitime et donc de prendre la décision de frapper. Petit à petit, depuis le 11 septembre 2001 et sous l'impulsion des États-Unis, mais aussi suivi par le Royaume-Uni, il y a un assouplissement du droit vers ce qu'on appelle la fonction de combat continu. Donc, dès lors qu'on identifie quelqu'un comme ayant une fonction de combat continu, on peut le frapper ou la frapper, la cibler, avant d'avoir identifié cette personne comme participant au combat. Simplement, cette fonction de combat continu, elle exige d'identifier une incorporation durable d'un individu à un groupe armé terroriste. Et sur la base d'un faisceau d'indices que je mentionnais plus avant, il est quand même difficile d'imaginer que sur la base d'un port d'armes, par exemple, ou sur la base d'une localisation géographique, on puisse déduire de ça qu'il y a une incorporation durable d'un individu à un groupe armé terroriste. Donc une frappe signature, c'est un mode de sélection des cibles qui fait suite non pas à l'observation de la participation au combat d'un individu, non pas à l'identification donc de son identité, mais de l'identification d'éléments circonstanciels qui peuvent avoir trait, par exemple, à son comportement. Donc, le port d'armes, par exemple. Dans certains cas qu'on va évoquer ensemble, l'utilisation d'une mobilette, la localisation géographique, qui laisse penser, donc un faisceau d'indices qui laisse penser que cet individu pourrait appartenir à un groupe armé terroriste et qui donc conduit à la décision de frapper. Donc des frappes menées par l'air, par les airs, depuis l'air, avec des observations qui sont faites elles aussi évidemment depuis l'air. Voilà, exactement, et dont on pourrait dire qu'elles sont en anticipation des combats. J'ai une vraie admiration pour ce qu'il est dans sa carrière. C'est quelqu'un qui est, pour moi, c'est vraiment une forme d'exemplarité dans sa carrière de footballeur. Et surtout, je trouve que c'est presque, on pourrait dire, le syndrome Benzema pour parler de ces questions de complexité, d'acceptation, de perception. Il a incarné à un moment quelque chose pour moi qui était fou. À la fois, on l'a porté comme ça, on l'a mis sur un trône et on est... L'instant d'après, en une phrase, en une déclaration, tout bascule. Et ça devient il devient celui qu'on doit à tout prix haïr parce qu'il incarne comme un refus de patriotisme, je ne sais pas comment dire. Parce qu'il avait dit en 2016 dans le journal espagnol Marca, Didier Deschamps a cédé à une partie raciste de la France. Et ça a fait un scandale. Et honnêtement, je pense que cette phrase, elle n'est pas si terrible. C'est-à-dire que, enfin voilà, moi je l'aime beaucoup, Benzema, je trouve qu'on a été terriblement injuste avec lui. Et cette phrase, finalement, quand je dis je la trouve pas si terrible, il n'a pas dit Didier Deschamps est raciste, il n'a pas dit non plus la France est raciste. Il a dit à céder à une partie de la France raciste, c'est qu'il faut aussi pas être dans le déni. Il y a évidemment une pression qu'on ne peut pas ignorer. Et en fait, à force d'être dans le déni comme ça, on a l'impression qu'on invente. Mais je pense qu'il est bien placé pour savoir que, bien sûr, qu'il y a un poids sur... Sinon, on ne passerait pas notre temps à lui reprocher de ne pas chanter la Marseillaise. On n'attendrait pas de lui quelque chose de particulier parce que c'est lui. Je pense qu'il y a toujours une forme de mépris, il y a toujours une forme d'enfermement dans quelque chose, mais dont j'essaie de me libérer depuis longtemps. Maintenant, il y a l'âge aussi, j'ai plus 19 ans. Il y a une manière aussi que j'ai de laisser glisser les choses parce que finalement, je ne m'en sors pas si... je m'arrête à chaque... Il y a encore beaucoup de choses qui sont problématiques, honnêtement, dans la manière dont on parle de mes bouquins, etc. Par exemple En fait, la façon qu'on a toujours de me présenter pas comme une romancière et de me présenter presque comme un porte-parole. En fait, c'est ça vraiment la difficulté, c'est de sortir de ce rôle que j'ai pas choisi encore une fois. Mais bon, avec le temps, et je pense que maintenant, on est de plus en plus dans ces milieux à exister, à faire entendre nos voix, etc. Et à faire de la création et à le revendiquer. Donc c'est un peu, bien sûr, c'est moins fort qu'il y a quelques années en arrière. Mais surtout, en fait, j'ai eu la chance, moi, d'être traduite dans d'autres pays, de voyager. Et en fait, là, d'un coup, je me sens non seulement plus française qu'en France, et plus romancière. Il y a ces deux aspects qui m'ont beaucoup aidée aussi à progresser. Parce que ça raconte... en fait, c'est un épiphénomène, mais pour moi, qui raconte beaucoup sur la manière dont, d'abord,
on perçoit les enfants de l'immigration postcoloniale. À l'époque, c'était la banlieue. J'ai l'impression que c'est un peu moins la mode. On parle d'autre chose. Parce que maintenant, on dit plus facilement arabe, noir, voilà, musulman. Mais à l'époque, c'était quelque chose de vraiment nouveau. Il y avait encore vraiment ce regard, je trouve, plein de condescendance, mais j'ai du mal à le décrypter sur le moment parce qu'évidemment, moi, je n'étais jamais sortie de ma banlieue et c'était la première fois que j'étais confrontée à cette perception que j'ai trouvée violente, mais j'avais du mal à la décrypter à l'époque. Donc c'est avec le recul de 16 ans que je peux le dire aujourd'hui, mais c'est vrai que c'était hyper déroutant parce que j'avais parfois l'impression juste de devoir justifier le fait que je savais lire et écrire. Vraiment, il y avait quelque chose de cet ordre-là.